Nous sommes de retour sur le plateau d'Inclusion for Change pour parler de comment les entreprises peuvent accompagner les violences, les personnes victimes de violences intrafamiliales, avec nos deux invités, Vigdis Maurice Herrera, fondatrice d'Opalcare, on va en parler, bonjour, et Sarah Barouk, fondatrice du mouvement Safe Place. Bonjour à vous aussi et merci d'être présente avec nous sur ce plateau. Avant de parler précisément des dispositifs que vous avez créés, je propose qu'on pose le cadre. D'abord, Sarah Barouk, quelles sont les conséquences professionnelles des violences intrafamiliales sur les victimes et sur leur entourage professionnel ? C'est évidemment, on laisse pas ce genre de problématique à l'extérieur du bureau. Lorsqu'on est harcelé, menacé, ça ne s'arrête pas. Donc il y a déjà des risques pour la personne. Des risques d'erreur. Alors, si on se place du point de vue des employeurs, il y a évidemment des problématiques cognitives lorsqu'on est victime de violences conjugales. Donc, ça veut dire des erreurs, ça veut dire des absences, ça veut dire des arrêts maladie à répétition. Mais tout cela a un impact sur le travail. Donc, ça veut dire des problèmes de cohésion dans les équipes. Lorsqu'on est au courant que notre amie, elle vit des choses difficiles et qu'il va falloir la couvrir si elle n'est pas là, si elle s'est trompée dans un dossier, s'il y a quelqu'un qui l'attend au coin de la rue. Et donc, tout cela me permet d'arriver vers la problématique des risques pour les collègues. Parce qu'une personne qui a décidé d'aller tuer sa femme, eh bien, c'est déjà arrivé qu'il entre dans les locaux de l'entreprise, qu'il agresse la personne qui est à l'accueil, qu'il agresse les collègues, mais sans aller jusque-là, si on veut nuire à quelqu'un, on peut tout à fait aller dans sa boîte mail, découvrir des dossiers qui sont censés ne pas être vus de l'extérieur. Donc, il y a tous ces risques-là. Il y a aussi un risque RH de recrutement et de suivi. Et enfin, on n'en parle pas assez, un risque juridique pour les entreprises. Parce que s'il y a un féminicide, un homicide conjugal ou un blessé grave parmi les effectifs, ce n'est pas l'entreprise en tant qu'entité qui va être accusée, mais les collègues, les RH, les managers peuvent être accusés de non-assistance à personne en danger. Il y a très peu de chances qu'ils soient reconnus coupables. Mais en fait, lorsqu'on est dans le care, être convoqué par la police, être convoqué au tribunal pour expliquer pourquoi vous n'avez pas déclenché une alerte alors qu'il y avait des signaux faibles ou des signaux forts, ça suffit à traumatiser à vie. Okay. Vigdis Maurice Herrera, pour continuer de poser le contexte de tout ça, combien de temps est-ce qu'il faut pour sortir des violences ? Quel temps faut-il pour un accompagnement vraiment du début à la fin, sachant que ça peut prendre, si j'ai bien compris, des années, mais peut-être moins. La difficulté, c'est qu'on voit les violences conjugales uniquement sur l'angle du prisme. Une fois qu'on est parti, c'est fini. C'est pas vrai. Quand on a des biens, quand on a des enfants, quand on a un régime matrimonial, etc., les violences, elles peuvent durer des années et des années après la séparation d'avec le conjoint violent. Et ça, on le paye pendant de nombreuses années. Ensuite, toujours dans la carrière professionnelle, toujours dans la vie privée, etc. Pour rebondir sur ça, on a fait une étude, nous, auprès de personnes pour savoir de quelle manière elles estimaient que les violences conjugales avaient impacté leur travail. Et il y a une réponse qui m'a particulièrement marquée. C'est une femme qui était toujours incapable de faire des rendez-vous avec des clients hommes. En fait. Et ça avait un réel impact sur son travail. Et pourtant, ces personnes-là étaient séparées depuis un certain nombre d'années. Les conséquences de ces violences conjugales, parce que c'est une femme sur 6 en âge de travailler qui est ou qui a été victime de violences conjugales, les conséquences, elles sont sur le long terme, elles sont toute la vie. Hier, je faisais un cours dans une école à des futurs RH et à la fin, l'organisateur m'a dit « Je vous souhaite un jour de pouvoir marcher dans mes pas ». Parce qu'en fait, on échangeait sur le fait que moi, j'avais toujours peur, je regardais toujours derrière moi dans la rue. Pourtant, je suis plus avec mon conjoint violent, mais cette sensation, elle est toujours là et je ne sais pas si elle pourra me quitter un jour. Donc, il y a une temporalité du fait de la relation conjugale, mais il y a tout l'après qu'il faut prendre en compte là-dedans, dans l'accompagnement. Oui, c'est cette reconstruction d'ailleurs dont parle Julie, dans son témoignage, où elle dit qu'elle ne s'était plus parlé, qu'elle a arrêté de parler à des interlocuteurs hommes parce que son compagnon de l'époque lui disait que c'était pas... Oui, enfin, était lourd de sous-entendus. Lui interdisait de le faire. Concrètement, les entreprises, où elles en sont sur le sujet ? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles se réjouir, des choses à déplorer ? Alors, pardon.
Non, alors c'est une question à toutes les deux, donc allez-y si vous voulez, Sarah. Par rapport à ce que tu disais, tout l'intérêt est là aussi de trouver la juste place. Parce que c'est pas forcément le rôle de l'entreprise de s'immiscer dans la vie privée durant toute la vie, ou du moins la durée de la coparentalité. Parce que pour le coup, effectivement, les violences, ça s'arrête pas le jour où on se sépare. Notamment quand il y a du partage, qu'il s'agisse d'enfants, d'animaux, etc. Mais oui, il y a quand même énormément d'entreprises qui se rendent compte de l'impact, déjà, de ce qui se vit dans le privé sur le travail. Et ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus prennent conscience aussi, grâce aux remontées terrain, de la transversalité des problématiques. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait tendance à traiter en silo la question de l'aidance, la question de la maladie, la question du handicap, que ce soit pour soi ou pour des enfants. Oui, la santé au travail. Exactement. Alors qu'en fait, l'impact de toutes ces questions de vulnérabilité, ça touche nécessairement la sphère intrafamiliale et ça accentue ou déclenche des violences, que ce soit dans les bons ou moments ou les fragilités. 82% des victimes de violences conjugales sont des mamans. Et les violences se déclenchent ou s'intensifient à l'arrivée de l'enfant. Quand vous avez un enfant que vous accueillez et qui porte un handicap et que c'était pas prévu, en général, c'est la maman qui va aménager son temps de travail. Il va y avoir un impact sur l'économie au sein du foyer. Il va y avoir des tensions intrafamiliales et ça peut déboucher sur des violences intrafamiliales. Pareil, quand on a un proche qui tombe malade et qu'il va falloir aider, etc., etc. Et finalement, je dirais, le progrès des entreprises, il est dans cette acceptation qu'on ne peut pas traiter les vulnérabilités en silo et que les violences intrafamiliales sont finalement ce qui relie en termes d'impact toutes ces vulnérabilités. Et pour vous, juste au-delà du 25 novembre, est-ce que où en sont les entreprises au-delà de l'animation d'une journée nationale ? Alors, la difficulté en se focalisant uniquement sur une journée nationale, ça va être de ne porter l'attention sur ce sujet, de faire de la prévention une seule fois dans l'année. Donc, j'espère que ça tombera au bon moment pour vous si vous êtes victime de violences et dans le cycle des violences, pour que vous en ayez conscience. Sinon, c'est dommage. C'est quelque chose qui doit être en trame de fond, de manière constante et toute l'année, parce que la prévention, on ne la fait pas en one shot, on ne la fait pas une fois dans l'année. Les entreprises, elles en sont au balbutiement de la prise de conscience de l'impact que ça a. L'impact, il est évidemment sur les personnes, mais les personnes qu'on embauche, les personnes qu'on fait travailler, c'est un coût pour l'entreprise. Et du coup, c'est toutes ces violences, le fait de ne pas les traiter, de ne pas faire de prévention, de ne pas s'en occuper, ça va avoir un coût pour les entreprises. Les études de santé publique ont montré qu'1 euro dépensé en prévention sur les violences conjugales, c'était 82 € économisés à la sortie. C'est des sommes qui sont colossales. Et cette étude de santé publique, donc, qui a été faite en 2006, sur laquelle je m'appuie beaucoup, elle pointe aussi du doigt qu'une victime de violence conjugale, c'est 34 000 € de frais pour une entreprise. Vous multipliez par 1 sur 6 le nombre de victimes qui portent plainte, toutes celles qui ne portent pas plainte, etc. On oscille entre des montants entre 8 et 58 milliards par an de coûts pour les entreprises françaises. Donc, c'est un vrai sujet à la fois de société, un sujet social, un sujet humain, parce qu'on a en face de c'est la vie qu'on préserve, mais c'est aussi un sujet économique, parce que ça, c'est tout le monde qui le paye, tout le monde qui le finance, le fait qu'il ne se passe pas encore grand-chose à ce sujet-là et qu'on en soit au début. Et ce que je trouve important, c'est de dire, oui, effectivement, ça coûte, mais à quel niveau, quelle est la juste place pour les entreprises ? Et dans le mouvement Safe Place, du coup, le côté pragmatique a été de lister des actions de bon sens qui ne coûtent rien aux entreprises, ou quasiment rien, mais qui changent la donne, dans l'écosystème des entreprises. Alors justement, c'était la prochaine question. Non, mais c'est parfait. Quels sont les dispositifs que vous préconisez et quel est ce mouvement Safe Place pour ensuite arriver à ce que propose Opelcare, qui finalement est extrêmement complémentaire. Exactement, on va finir par se marier, je pense. Tout le monde nous le recommande, donc voilà. Le principe
du mouvement Safe Place, c'est d'avoir une réponse d'entreprise pour les entreprises, mais également d'entrer en tant qu'association dans l'entreprise. En gros, c'est un label d'entreprise. C'est un label RSE qui guide les entreprises vers des actions à mettre en place, extrêmement pragmatiques, qui changent la donne pour les victimes. Je vais vous donner quelques exemples. Parmi les actions principales, il y a le fait d'autoriser les salariés à porter plainte sur le temps de travail. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que quand vous subissez du contrôle coercitif, qu'à la moindre minute de retard, ça débouche sur 3 jours de disputes graves, vous n'avez jamais 4 heures le samedi après-midi pour vous rendre au commissariat. Une plainte, ça prend entre 3 et 4 heures. Ça, par exemple, ça ne coûte rien aux entreprises de dire à partir d'aujourd'hui, vous pouvez même y aller avec l'assistante sociale de l'entreprise, vous avez ce temps-là et on vous sert d'alibi. Pareil, arrêtez de verser des salaires sur des comptes joints. Parce que si vous êtes en train de préparer un départ et que tout votre argent va directement dans la poche de la personne maltraitante ou que tout est tracé, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Bon, je ne vais pas vous faire les 60 actions, mais en gros, ça permet aux entreprises qui sont en réalité beaucoup plus robustes et agiles que l'État en la matière, parce que l'État n'est pas partout dans le quotidien. Ce qui détient l'identité économique et administrative des individus, c'est l'entreprise. Elle détient l'emploi du temps, elle détient l'argent, elle détient l'entité finalement qui a tout ça. Donc nous, le mouvement Safe Place, on agit à ce niveau-là pour que tout ce qui peut être installé et qui dépend de l'entreprise soit fait. Et à partir du moment où ça c'est fait, on intervient aussi en tant qu'association pour accompagner les collaboratrices ou collaborateurs d'ailleurs qui se manifesteraient et qui parfois n'osent pas aller taper à la porte des DRH ou des équipes mises en place, tout simplement parce qu'ils ont peur de la stigmatisation, ils ont peur que ça impacte leur carrière, etc. Donc, le fait de passer par une association d'aide, ça les soulage. Transition toute trouvée pour parler d'Opalcare, qui est aussi une solution RH totalement en ligne et donc qui permet de dématérialiser ce moment de l'autodiagnostic, puis de la recherche d'aide. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de manière détaillée, alors aussi courte que possible, malgré tout, parce qu'on a encore plein de questions. Au niveau de Opal, on va avoir pris en considération une chose importante, c'est que le sujet des violences, les faits de violence sont de l'ordre de la vie privée de la personne et elle n'a pas à devoir aller les raconter à quiconque pour pouvoir bénéficier d'une aide. Ça, c'est sa vie privée. Donc Opal, ça va se positionner ainsi. On a un questionnaire qui dure 15 minutes, qui va reprendre toutes les différentes formes de violence. À l'issue, on va dire soit que tout va bien, parce que des fois ça va bien, soit qu'il y a des violences, on va dire lesquelles nous sembleraient visibles à l'issue du questionnaire. On va venir les expliquer, parce que souvent violence économique, violence vicariante, etc., les personnes ne savent pas forcément. On va venir ainsi donc légitimer la victime, parce qu'en fait souvent on n'a pas conscience de ce que c'est, ce qu'on vit. Donc à partir du moment où la victime elle est légitimée, on va reprendre les questions problématiques et on va lui donner les faits de droit. Tu as dit ça. Tu nous as répondu ça. La loi dit que. Ce qui va venir rassurer sur la légitimité à vouloir que ça cesse. À l'issue de ça, nous, on a créé toute une organisation avec tous les acteurs qui sont là pour aider les victimes, que ce soit l'État, les associations, les collectivités, les professionnels du droit, les professionnels de la santé, les banques, les assurances, les mutuelles, les entreprises qui s'engagent pour leurs clients ou les entreprises qui s'engagent pour leurs salariés. Pourquoi ? Parce que la victime, ça va lui permettre d'avoir un panel adapté à sa situation, qui elle est, les types de violences qu'elle vit, où est-ce qu'elle habite, où est-ce qu'elle travaille, qui est sa banque, qui est sa mutuelle, ça, c'est important, et de où est-ce voir qu'elle habite aussi, tout ce qui va pouvoir dépendre d'elle et tout ce qui va pouvoir lui être proposé. Exemple, nous dans notre logiciel, on va avoir listé tout un ensemble d'aides qui sont objectives, qui sont adaptables pour pouvoir permettre aux entreprises qui sont partenaires de les cocher, de les activer. Et bien à l'issue de ça, la victime va voir qu'elle a le droit à telle aide de son entreprise et que par exemple pour activer cet après-midi de congé pour aller déposer plainte, il lui suffit d'envoyer un mail à Madame Machin de la compta et ceci est activé. Et si elle est arrivée jusque-là, c'est qu'elle est totalement légitime à pouvoir demander cette aide sans s'exposer d'une autre manière, parce qu'il y a un énorme sentiment de honte. Et tout
toutes ces données qui sont totalement anonymes, on ne sait pas qui répond quoi dans l'entreprise et l'employeur n'a pas à le savoir. Par contre, il peut savoir que dans son entreprise, il y a X personnes qui ont fait le questionnaire, X personnes qui seraient victimes, et même si elles ne viennent pas jusqu'au bout, jusqu'à lui, elles auront pu bénéficier d'autres aides du réseau Opale grâce à lui. Parce que nous, on aura accompagné en amont toutes les entreprises qui sont partenaires autour de la communication, autour de la prévention tout au long de l'année, afin que les personnes puissent venir demander de l'aide si elles en ont besoin, tout en préservant leur vie privée. Et en parlant justement d'employeurs partenaires, est-ce que vous pourriez nous donner une action vraiment remarquable mise en place par une entreprise, sans forcément d'ailleurs, si vous voulez mentionner le nom de l'entreprise, mais si vous pouviez partager avec les personnes qui nous regardent une action remarquable, ce serait quoi ? Par exemple, il y a des entreprises qui vont avoir prévu du relogement. C'est incroyable en termes d'engagement, et c'est super. Après, toutes les victimes de violences conjugales n'ont pas besoin d'un relogement, et c'est ça l'adaptabilité en fait aux situations. La nécessité n'est pas de reloger toutes les victimes, mais de laisser le choix d'avoir un ensemble d'aides et de pouvoir activer ce dont on a besoin à un instant T et de savoir le champ des possibles. Donc ça, moi, je trouve que c'est totalement remarquable et ça montre un engagement très très fort, mais c'est pas adapté à tout le monde. Et c'est bien aussi comme ça. Et c'est bien de proposer du choix. Oui. Et pour vous ? Moi, je dirais que cette autorisation... Je trouve ça très important, moi, déjà, que les entreprises, en tout cas celles qui adhèrent à Safe Place, et il y en a pas mal en quelques mois, assument de dire que ce sujet est un sujet d'entreprise. Donc déjà, c'est énorme d'organiser une information. Le fait de pouvoir... porter plainte sur le temps de travail. Du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui ont choisi cette action-là. Évidemment, tout un système de confidentialité qui est mis en place. Ça n'apparaît pas sur les fiches de paye, etc., etc. Enfin, c'est très recherché. Le fait aussi de ne plus verser de salaire sur de comptes joints. On a plusieurs entreprises, ça va d'entreprises du groupe LVMH jusqu'à des entreprises, des PME qui sont dans le béton. Enfin, on parle là d'entreprises féminines, mais nous, on a des entreprises qui sont dans le bâtiment, des entreprises qui ont des usines, des entreprises qui sont en pleine ruralité et qui, du coup, affichent ces engagements-là. Et puis, moi, dans les actions qui me touchent énormément, la première action que j'ai faite quand je me suis enfuie et que j'ai commencé à faire toutes les démarches, j'avais l'impression d'être folle et j'avais besoin d'être sans cesse rassurée sur le fait que ce que j'avais vécu, c'était bien des violences. Et donc, j'ai créé un test qui s'appelle « Suis-je victime de violences conjugales ?» J'en ai fait un QR code et qui est disponible pour tout le monde, qui a quand même dépassé les 45 000 scans en 1 an et demi, donc c'est beaucoup. Et je propose aux entreprises d'accrocher ce test dans les toilettes. C'est le fameux violentomètre ou c'est... Non, justement, moi, le violentomètre, j'évite de l'utiliser parce qu'il propose une graduation du danger qui est fausse. En fait, on peut tout à fait être dans le orange clair du violentomètre et dire, comme c'est régulièrement le cas lorsque j'interviens, ça va encore, je suis dans le orange clair. Sauf que moi, quand j'ai écrit le livre 125 et des milliers, les 3/4, elles étaient dans le orange clair du violentomètre. Et puis être dans le rouge foncé, alors développer probablement un cancer ou des problèmes de diabète au bout de 20 ans, mais être en vie. Oui. Et puis surtout, ça pose la question de manière à devoir juger la personne maltraitante, ce que l'on est pas du tout en capacité de faire. Je veux dire, une des questions, c'est est-ce qu'il te manipule ? Moi, quand j'étais dans cette phase-là, j'étais bien incapable de savoir si ce que je vivais, c'était de la manipulation. Donc, voilà. Dans ce test que j'ai créé, j'ai évidemment passé énormément de temps à écrire, c'est quand même mon premier métier d'être écrivaine, les questions de manière à ce que la victime évalue ses propres ressentis et qu'elle ne soit jamais dans la situation où elle doit qualifier un comportement extérieur. Et c'est à partir de son ressenti à elle qu'elle va pouvoir poser un diagnostic. Bref, ça, je trouve que c'est une action très forte quand des entreprises accrochent dans tous les toilettes ce questionnaire. Je vous remercie infiniment toutes les deux. J'aurais voulu qu'on puisse parler encore beaucoup de temps.
qui est sûr, c'est que si vous nous regardez, si parmi vous il y a des témoins ou victimes, le 3919 peut déjà vous aider à construire une aide d'urgence. Il y a d'autres dispositifs qui viennent d'être cités, donc je vous incite à découvrir les profils LinkedIn de Sarah Barouk et de Vigdis Maurice Herrera. Merci à vous deux, 1000 fois. Je rappelle que Vigdis Maurice Herrera, vous avez fondé Opalcare, un dispositif, une solution RH qui est spécialement dédiée... accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde, gratuitement pour les particuliers et sous format payant pour les entreprises. Sarah Barouk, vous avez fondé le mouvement Safe Place. Merci à vous deux pour vos engagements. Tous les épisodes d'Inclusion for Change sont disponibles sur le site de BeSmart et on se retrouve le mois prochain pour une très belle nouvelle émission. À très bientôt.